Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Promotion pour le membership de l'AVEC. On a toujours notre rabais de 10 $. Écoutez l'épisode. Informations sur les dangers de s'improviser électricien. Les batteries de véhicules électriques sont de moins en moins chères et Toyota investit dans les taxis aériens. Une collaboration secrète entre Apple et BYD. Chronique Tesla, on parle des robots taxis. Dans les réflexions branchées de Claude Gauthier, on parle des chroniqueurs automobiles. Et en grande entrevue, Sébastien Reich de l'AVEC nous parle de l'importance de devenir membre et supporter l'association provinciale. On a un bon rabais pour nos membres hors de l'AVEC. Ils peuvent avoir un rabais pour les pneus Michelin, l'assurance intacte, certains électriciens qui offrent des rabais et bien d'autres. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 184 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Véhicules électriques du Québec, on parle justement de ça aujourd'hui, de l'Association des véhicules électriques du Québec. Le directeur général Sébastien Reich est avec nous pour nous parler de l'association, pourquoi il faut la supporter, pourquoi c'est important d'être membre, qu'est-ce que ça fait l'AVEC, qu'est-ce que ça peut vous apporter et aussi pourquoi vous impliquer comme bénévole? Le week-end passé, moi, j'étais au Salon du véhicule électrique dans l'Anaudière, donc à Terrebonne. L'AVEC était là, encore une fois, avec ses bénévoles souriants, aidants, qui font essayer des véhicules pendant tout le week-end. La semaine passée, c'était à Sherbrooke, et puis le prochain salon à Québec, ils vont être là, donc en fin de semaine, puis celui de Saint-Hyacinthe après. Ils sont partout. Plein de bénévoles. Donc, apprenez-en plus sur l'association avec Sébastien dans quelques instants. On a également, dans notre épisode d'aujourd'hui, plein de choses intéressantes. Laurent Gigon, notre chroniqueur, qui, aujourd'hui, va nous faire une chronique où il va nous parler plus particulièrement du lancement des robots taxis. Tesla a annoncé le lancement des robots taxis. Il va nous en dire un petit peu plus. Laurent, c'est notre spécialiste Tesla. Donc, beaucoup d'informations là-dessus à suivre dans pas tellement longtemps. Claude Gauthier, qui nous fait une petite montée de lait sur parfois des commentaires ou des remarques ou de l'information qui est véhiculée par plusieurs chroniqueurs automobiles traditionnels. Je pense que ça irrite un peu notre Claude Gauthier. On va écouter ça. Pas mal de choses intéressantes. Vous allez peut-être vous retrouver un peu dans ces propos-là, d'ailleurs. Écoutez, je vous rappelle qu'on a actuellement plusieurs promotions qui roulent à Silence on roule, mais on en a une fort intéressante qui est justement, si vous voulez devenir membre de l'Association des véhicules électriques du Québec et que vous ne l'êtes pas encore, c'est le temps de le faire. Un membership or ou platine, vous allez avoir un rabais instantané de 10 $ si vous faites votre abonnement maintenant sur le site de l'AVEC, là, puis vous allez dans la section membres là, pour devenir membre et ça va vous demander, vous avez un code promotionnel, vous entrez le code promotionnel Silence 24 en majuscule, là, Silence 24, le chiffre 2, le chiffre 4. Et vous allez avoir instantanément un 10 $ de rabais sur votre adhésion or ou platine. Donc, profitez-en, c'est là jusqu'à la fin du mois de décembre. Là, donc, profitez de ce spécial-là rapidement. En même temps, vous supportez l'AVEC. Vous supportez également l'un des partenaires principaux du podcast. Donc, quand vous supportez nos partenaires, vous nous supportez évidemment par le fait même. Sur un autre ordre d'idée, l'Association des véhicules électriques du Québec a rendu disponible il y a quelques jours à peine sur son site web un article qui, je vous le dis tout de suite, là, moi ça me donne des sueurs froides à chaque fois que j'entends parler de ce sujet-là, sur des mises en garde en lien avec l'installation de la borne de recharge. On oublie trop souvent qu'une borne de recharge est un élément qui tire énormément de courant sur notre entrée électrique et ce, de façon continue, contrairement à beaucoup d'autres appareils qu'on a à la maison. Et beaucoup trop de gens s'improvisent électricien du samedi où le beau-frère va me le faire, puis un tel connaît ça.
et on voit des histoires d'horreur. Pour en parler, j'ai avec moi le directeur général de l'AVEC, Sébastien Reich. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Sébastien, votre article, j'ai jeté un coup d'œil à ça. Écoute, je savais qu'il y avait des trucs un peu amateurs qui se faisaient puis qui ne respectaient pas les règles, mais je dois avouer que votre article m'a donné des sueurs froides. Écoute, Martin, tu m'en parles, puis moi, j'ai la chair de poule. C'est hallucinant. On voit, puis allez jeter un coup d'œil, là, puis je vous le dis, si vous voulez aller voir l'article, vous allez sur le site de l'AVEC, aveq.ca, dans la section guide, borne de recharge, et là, vous allez avoir un menu, là, pas un menu, mais un choix d'options, là, réseau de bornes de recharge, etc. Et il y a un bouton qui s'appelle « Mise en garde ». Cliquez là-dessus, puis allez lire ça. Et je pense qu'on dit une image vaut 1000 mots. Là. Vous allez voir pourquoi c'est important que les choses soient bien faites. Sébastien, résume donc, là, qu'est-ce qu'on peut voir dans cet article-là? Pour faire attention, Martin, c'est une section pour adultes. Je vous le mentionne tout de suite. Ça fait peur. Écoutez, vous allez voir comme tu as dit un peu, là, des installations bric-à-brac qui ont été faites rapidement, sans nécessairement l'expertise d'un professionnel. Passez pas à côté, là. Allez voir ça, puis ça va peut-être vous convaincre d'acheter votre borne chez un professionnel et de l'installer avec lui. Ah, tout à fait. Puis moi, je vous dirais, soyez prudents. Je vois tellement de gens qui écrivent sur Facebook dans des groupes « Ah, je vais m'acheter telle borne. » Et là, s'ensuit une panoplie de pseudo-experts qui vont tous dire des choses différentes l'une de l'autre. Mets du fil telle grosseur, non, mets du fil telle grandeur. Tu n'es pas obligé, oui, mets-en moins long. Tu peux utiliser le même fil. C'est correct de le faire comme... Et tout ce beau monde-là ne connaissent pas ça et émettent des commentaires qui sont dangereux. Là. Si la personne regarde le premier conseil puis met ça en application, elle peut mettre le feu chez eux. Là. Effectivement. La meilleure réponse qu'on peut se faire donner par un électricien ou par un bénévole de l'AVEC, c'est ça dépend, aller voir un spécialiste, un électricien. Tout à fait. On le dit souvent, mais les gens veulent sauver de l'argent. Ça coûte cher, un électricien. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que quand vous faites faire les travaux par un maître électricien en bonne et due forme, qui est compétent et qui est accrédité, c'est une garantie pour vous que vous êtes protégé s'il arrive un problème. Si votre panneau prend feu, si un incendie se déclare chez vous, parce qu'une installation a été faite par votre beau-frère qui s'est improvisé électricien, vous allez avoir beaucoup de problèmes avec vos assurances. Hein? Effectivement, puis les électriciens sont certifiés et ils ont des assurances. Oui, tout à fait. Donc, allez jeter un coup d'œil. Merci, Sébastien, de nous avoir allumé sur ce point-là. Donc, je vous rappelle, sur le site web de l'AVEC, aveq.ca, dans la section guide. Dans les guides, là, vous avez différents sujets. Vous choisissez borne de recharge et cliquez sur le bouton mise en garde et allez lire ça et essayez de passer une bonne nuit après ça. Merci, Sébastien. Merci. Alors, nous, sans plus tarder, allons écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Le prix des batteries de véhicules électriques pourrait chuter de près de 50 % d'ici 2026. Très intéressant pour quiconque s'intéresse aux véhicules électriques. Le prix par kilowattheure des batteries, donc, pourrait passer de 149 $ en 2023 à 80 $ en 2026, une baisse de presque 50 %. Il s'agit d'un niveau auquel les véhicules électriques pourraient atteindre la parité là, avec le coût de possession d'une voiture à essence aux États-Unis, et ce, sans subvention. Il y a deux raisons principales qui expliquent cette forte baisse du prix par kilowattheure.
conservateur des batteries de véhicules électriques, l'innovation technologique et finalement la baisse du prix des métaux servant à fabriquer lesdites batteries. Toyota Motors Corporation ainsi que Joby Aviation Inc., une société qui développe des taxis aériens électriques pour le transport commercial et de passagers, ont annoncé que Toyota investirait 500 millions de dollars américains supplémentaires pour soutenir la certification et la production commerciale du taxi aérien électrique de Joby, dans le but de concrétiser la vision commune des deux sociétés en matière de mobilité aérienne. L'investissement s'appuie sur près de 7 années de collaboration entre nos entreprises, a déclaré JoBen Bevirt, fondateur et PDG de Joby Aviation. Les connaissances et le soutien partagés par Toyota ont joué un rôle déterminant dans le succès de Joby et nous sommes impatients d'approfondir notre relation en concrétisant notre vision commune de l'avenir du transport aérien. Depuis un certain temps, de nombreux constructeurs automobiles se préparent à lancer des véhicules équipés de la technologie Vehicle to Grid, ce qu'on appelle communément le V2G, donc la possibilité pour le véhicule d'alimenter le réseau électrique. Dans une déclaration officielle, Nissan a annoncé qu'à partir de 2026, certains de leurs modèles électriques seront proposés avec la technologie V2G à des prix avantageux. Ce projet s'inscrit dans leur plan d'affaires appelé Ambition 2030. Les premiers clients de Nissan à bénéficier de la recharge bidirectionnelle de leur véhicule électrique, permettant de stocker de l'énergie pour l'utiliser afin d'alimenter leur maison seront les résidents des Royaumes-Unis. Par la suite, la technologie sera déployée partout sur le marché européen et par la suite, probablement, dans le reste de l'Asie et de l'Amérique. Au début 2024, Apple a officiellement mis fin à ses ambitions automobiles. Cependant, on a révélé récemment que la firme de la pomme a travaillé en secret avec le géant chinois BYD sur le développement d'une batterie pour voitures électriques. Quel a été l'impact de cette collaboration sur le succès de BYD? Après une décennie de réflexion, recherche et développement dans le secteur automobile, Apple a décidé de ne pas se lancer dans la compétition de voitures électriques. Une récente révélation a toutefois remis ce projet sous les projecteurs, indiquant une collaboration très discrète entre Apple et BYD. Bloomberg rapporte que les deux entreprises ont collaboré pendant plusieurs années sur un projet de batterie. Depuis 2017, Apple et la société Shenzhen ont uni leurs forces pour développer un système basé sur des cellules LFP visant à offrir plus d'autonomie que les véhicules électriques de l'époque. Selon les sources de Bloomberg, la technologie mise au point par Apple et BYD était hautement personnalisée pour le véhicule prévu initialement par Apple. Dans le cadre de ce partenariat secret, les ingénieurs d'Apple ainsi que les ingénieurs de BYD et leur expertise mise en commun ont travaillé sur des batteries et la gestion thermique, tandis que BYD a contribué à son savoir-faire sur la fabrication et son avancée dans l'utilisation des cellules LFP. Depuis son lancement, le VUS électrique Ford Mustang Mach-E, évidemment, si on considère que c'est un VUS, a bénéficié à chaque année de diverses améliorations et le modèle 2025, attendu pour la première moitié de l'année, ne fait pas exception. Bien que le constructeur soit encore en pleine vente du modèle 2024, qui bénéficie toujours des subventions du gouvernement, la nouvelle version devrait nous offrir des nouveautés sous peu. À la demande de nombreux clients, une pompe à chaleur sera désormais de série sur le Mustang Mach-E, offrant ainsi un chauffage plus efficace et surtout une meilleure gestion de la batterie. Cela se traduira par une autonomie accrue par temps froid et bien que Ford n'ait pas encore fourni de chiffres précis. L'intérieur arbore des coutures rouges et des pédales sport pour un look plus séduisant, ainsi que les sièges avant qui ont été ventilés dans la version premium pour un confort optimal durant les journées chaudes. Le sélecteur de vitesse est maintenant placé sur la colonne de direction, libérant ainsi l'espace de la console centrale. De plus, le système de conduite semi-autonome Blue Cruise évolue vers sa version 1.5 et la Mustang Mach-E, le premier modèle de Ford à en bénéficier. Le véhicule peut désormais changer de voie automatiquement si le véhicule devant lui est trop lent ou si un véhicule le suit de trop près dans la voie de dépassement. Par ailleurs, le fonctionnement du système est plus fluide qu'auparavant, permettant de passer plus de temps sans mettre les mains sur le volant. Si certains constructeurs ne vendent pas leur modèle électrique au rythme escompté, on peut penser par exemple à Mercedes-Benz, d'autres commencent à les écouler à un rythme fort intéressant et c'est le cas de l'empire de General Motors. Où chaque nouveau trimestre nous fait vivre un nouveau record de livraison de véhicules électriques depuis la sortie de leur nouveau véhicule. Concrètement, les chiffres de vente du troisième trimestre montrent que les modèles électriques de la marque
on les vend dans les voiles. Ajoutez à cela que la gamme de véhicules électriques de GM n'a fait qu'accueillir de nouveaux joueurs et il est facile de comprendre pourquoi les résultats sont à la hausse et que l'heure est à la réjouissance. GM a vendu 32 095 véhicules électriques entre juillet et septembre de cette année. C'est le meilleur trimestre jamais enregistré par le constructeur avec ce type de modèle. En gros, les transactions ont augmenté de 40 % par rapport au deuxième trimestre, au cours duquel le constructeur avait vendu 21 930 véhicules électriques. Et c'est encore une plus grande progression par rapport au premier trimestre de cette année où GM avait écoulé 16 425 véhicules. Conséquemment, ses parts de marché dans l'univers du véhicule électrique aux États-Unis sont passées de 6,5 à 9,5 du premier au troisième trimestre de cette année. Et imaginez, la Chevrolet Bolt EV n'est même plus au menu. En fait, la compagnie en a vendu 168 exemplaires seulement de juillet à septembre, des modèles restant en concession probablement. Lorsque le produit fera un retour en 2026, il va contribuer à continuer de faire progresser les ventes. À ce moment, ce qui joue le rôle, c'est évidemment incontestablement le Chevrolet Equinox. Au Canada seulement, on a vu ce modèle devancer la Tesla 3 pour les demandes des rabais gouvernementaux. Il s'avère populaire auprès de nos amis du Sud en raison du prix qu'il propose et son autonomie. Ensuite, il y a le Silverado EV, un camion beaucoup plus gros, mais les ventes ont quelque peu reculé dans le deuxième et le troisième trimestre, mais l'arrivée d'une version plus abordable dans les débuts des prochains mois permettra au GMC Sierra de redonner un peu plus de vie au segment. Même le GMC Hummer EV, dans toute son opulence, joue un rôle, lui qui est en voie de franchir la barre du 10 000 unités vendues au cours du troisième trimestre seulement. Lorsque vous rechargez votre véhicule, protégez votre prise contre les intempéries, la pluie et la neige. C'est imperméable, très résistant, facile à installer et à enlever. N'endommage pas votre véhicule car c'est un système sans aimant. Même avec antivol pour certains modèles. Cette housse protectrice de port de recharge est disponible en plusieurs couleurs. Noir, rouge, bleu, blanc, gris. 514-512-4652. Macapuche.com. La chronique Tesla est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre VE à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. How do you plan a business where you know, the rocket business, you know some of these things are going to blow up on the launch pad? How does the business plan work? I don't really have a business plan. Chronique Tesla avec Laurent Gigon. À Silence son rôle, on est opportuniste. On a Laurent Gigon en studio. On en profite pour faire sa chronique Tesla en studio. Bonjour, Laurent. Bonjour, Martin. Merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir, Laurent. J'avais hâte de te parler parce que là, dans les dernières semaines, mon Dieu, qu'on a entendu parler du fameux robot-taxi. Parle-nous donc du robot-taxi. Alors, le robot-taxi, vous l'avez peut-être vu. Au fond, c'est un événement qui a eu lieu le 10 octobre au lieu du 8 août, qui a été reporté parce qu'il y avait quelques finitions à faire, supposément à l'avant du véhicule. Alors, finalement, la présentation a été faite. Cette soirée a commencé très en retard. Il y a eu des problèmes techniques, problèmes avec quelqu'un qui a fait un malaise dans l'assistance. Bref, c'est le designer qui a ouvert le bal, Franz von Holzhausen. C'est difficile. En irlandais, parfait. Non, habituellement, j'évite de dire, je dis Franz pour les intimes, ça va être Franz, on va dire Franz, OK? Oui. Franz, c'est le designer. Vraiment, il fait un travail exceptionnel à Tesla. Je pense qu'on doit vraiment beaucoup à cette personne-là. Parce que pour ce type de présentation-là, vous allez comprendre dans ce que je vais vous expliquer plus tard, le design avait une grande importance. Hein. Il y a une part la part de design était très importante. Donc, ils nous ont présenté 19 Cybercab et 29 modèles Y qui se conduisaient en fait tout seuls au milieu de la foule. Donc, il y avait à peu près 2000 invités qui ont fait 1300 trajets. Donc, pendant 3 heures et demie. C'est pas mal quand même, c'était assez touffu. Le principal objectif de cet événement, c'était la présentation de ce fameux robot taxi
qui étaient entièrement autonomes. Et là, on les a vus, ces robotaxis, évoluer, comme je vous dis, au milieu d'une foule. Donc, il y a quand même un enjeu technologique dans tout ça. Ce n'est pas n'importe quelle entreprise qui pourrait faire évoluer des véhicules d'1 tonne au milieu d'une foule. Alors, visuellement, ça avait fuité un petit peu, on s'en doutait. Le robotaxi ressemble beaucoup à un Cybertruck, avec des lignes un petit peu plus arrondies, mais c'est comme un mini Cybertruck. Par contre, c'est fermé, il n'y a pas de toit de verre, donc c'est entièrement fermé, y compris la vitre arrière. Et à l'arrière, c'est une barre lumineuse, enfin à l'arrière et à l'avant, barre lumineuse, pas de rétroviseur, pas de poignée, pas de porte, pas de volant. Pas de chauffeur. Pas de chauffeur, pas de pédale. Et les portes s'ouvrent, c'est des ouvertures en ailes de papillon, donc c'est très beau. Comme la X. Pas exactement. Oui, mais la X s'ouvre par le haut, celle-ci s'ouvre un petit peu en diagonale. Okay. Donc, et il y a moins de mécanismes que la X, parce que la X, la particularité, c'est que les portes sont articulées, et donc elles permettent de compenser en fait l'espace et de s'ouvrir avec très très peu de dégagement latéral. Okay. Or, celle-ci, on le voit au premier coup d'œil, dégagement latéral, il est gros. Alors, ça, c'est la première interrogation qu'on se dit, c'est très, très beau. Au niveau pratique, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Ça va être autre chose. Bon, sinon, il y avait, comme je vous dis, au niveau du design, c'est très travaillé, il fallait que ça fasse rêver. On remarque que, par exemple, les pneus avaient l'air d'être des pneus de très petite taille. Enfin, on avait l'impression qu'il y a très peu d'épaisseur de pneus. En réalité, c'est qu'ils avaient peint le pourtour de la jante pour donner l'impression que finalement le pneu était de petite taille. En réalité, ce n'était pas du tout le cas. Donc, c'était des pneus assez standards finalement. À l'intérieur, tout est contrôlé en fait par un immense écran tactile de 21 pouces, donc le plus grand écran que Tesla ait jamais installé dans ses voitures. C'est normal puisqu'il n'y a rien d'autre. Donc, l'écran est pour les passagers puisqu'il n'y a pas de conducteur. Absolument, l'écran à l'heure actuelle est pour les passagers. Alors, on s'entend pour l'instant, la version qu'on voyait, c'est une version plus que prototype. Là. Donc, il y avait pas d'interface vraiment utilisateur, à part 5 gros boutons à la Teletubbies où on pouvait cliquer pour aller à un endroit ou à un autre du studio de Warner. Donc, c'était juste ça. Donc, mais tout se commande, évidemment, c'est l'idée de Tesla, tout se commande à partir de l'écran. Il n'y a aucun bouton manuel. Donc, une fois que la ceinture est attachée, la voiture démarre automatiquement. Au niveau des caractéristiques techniques, il y a plusieurs aspects. Bon, évidemment, il est autonome, aucune supervision. Ça, c'est ce qu'annonce Tesla. Bon, on n'en est pas là, mais c'est le principe. Laurent, sur cet aspect-là, je m'excuse de t'interrompre. Là. Souvent, on compare, les gens disent « Ouais, robotaxi », mais il y a déjà d'autres entreprises qui ont des systèmes de transport autonome dans différentes villes du monde. Mais si je ne me trompe pas, ces véhicules sans conducteur-là, ailleurs dans le monde, font des routes prédéfinie, très déterminée. Alors que le robotaxi, là, le client va commander un robotaxi pour partir du point A au point Z, et le robotaxi, ce n'est pas une route prédéterminée. Là. Il n'y a aucune idée où est-ce qu'il va s'en aller, donc il va être capable de se déplacer théoriquement dans n'importe quelle rue. Alors, l'idée de Tesla, c'est ça, c'est que pour l'instant, factuellement, on pourrait dire que Tesla est en retard sur plusieurs autres acteurs du domaine, à savoir qu'ils n'ont aucun véhicule qui a été approuvé pour être sans conducteur dans un endroit donné, public. Ce qui n'est pas le cas de Waymo, par exemple. Donc, on peut considérer que Tesla est en retard. Tesla mise effectivement sur, comme tu le dis, le principe de on pose le véhicule à un endroit et il se débrouille pour aller du point A au point B, quel que soit le point A, le point B, quel que soit l'environnement. Il est capable de gérer tous les cas particuliers. Et c'est ce qui fait la force de Tesla. En ce moment, c'est plutôt de la faiblesse parce qu'on ne le voit pas, parce que ça n'a pas encore été approuvé. Et lorsqu'il va être lancé, il va vraiment être en avance sur les autres. Là. Lorsqu'il va être lancé, sauf que je pense que le moment qu'il soit lancé, il faut d'abord qu'il soit approuvé par les autorités locales et une forme de juridiction. Alors, Elon Musk a parlé de la Californie ou du Texas, donc il faut que les États, si ça se fait au niveau de l'État, autorisent ça. Et en plus de ça, s'il n'y a plus de conducteur ou s'il y a un conducteur mais qu'il n'est plus responsable, il faut que Tesla prenne la responsabilité en fait, de la conduite complètement et qu'elle ne soit pas déchargée au conducteur. Alors ça, on n'est pas encore rendu là. Hein. Surtout que là, Elon Musk parle d'un véhicule de moins de $30 000. Alors là, ça fait sursauter du monde.
Parce que moins de 30 000 $, c'est moins cher qu'un modèle 3, c'est moins cher qu'un modèle Y. Beaucoup de gens ont commencé à se dire, parce que tu le sais, dans l'histoire de Tesla, quand le modèle 3 est sorti, on a dit, bon, modèle 3, il va être autonome. Elon Musk a beaucoup parlé de l'autonomie sur le modèle 3 en disant, vous achetez ce véhicule-là et il va prendre de la valeur parce que vous allez pouvoir le mettre à disposition sur une flotte, sur un réseau autonome. Et donc, vous allez vous coucher le soir, votre véhicule va faire du Uber tout seul. Donc, c'est génial. C'est vraiment... Alors, il y a des gens qui ont acheté un petit peu ce rêve-là, sauf que là, maintenant, ils arrivent en disant on va faire un véhicule qui va faire ça pour moins de 30 000 $. Donc là, les questions se posent. Il y a plein de questions qui se sont posées par rapport à ça. Laurent, est-ce que les véhicules comme la Tesla 3 ou Y peuvent faire ce que fait le robotaxi ou le robotaxi a une technologie différente qui lui permet d'être... Parce que tantôt, tu as dit d'entrée de jeu que pour le lancement, il y avait à la fois des robotaxis et des modèles Y se conduisant seuls. Est-ce qu'on peut conclure qu'un modèle Y pourrait faire le même travail? Là, tu vas mettre le doigt sur le bobo. C'est que... Pour faire court, tous les véhicules vont pouvoir être autonomes. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il y en a qui sont encore en version 3 matérielle sur les modèles 3 et modèle Y, et que les véhicules qui sortent actuellement en modèle 3 et modèle Y sont en 4, et que Tesla ne veut pas financer le passage du 3 au 4 en disant que le 3 va être suffisant. Mais là, on parle de véhicules qui sont sur du matériel 5. Donc, il y a quelqu'un dans la foule qui a posé la question, est-ce que le 3 va fonctionner? Elon Musk a été très évasif et il a essayé d'éviter la question. Donc, c'est des questions, ça reste vraiment en suspens. Il y a un autre point intéressant dans ces véhicules-là, en plus du prix, c'est qu'on a parlé d'une recharge par induction. Et ça, c'est assez génial. Jamais Tesla n'a voulu faire ça à date pour des raisons de rendement. Là, ils annoncent une efficacité qui est supérieure à 90%. Ça, c'est ce que Tesla annonce officiellement, c'est une efficacité supérieure à 90%, ce qui est génial. Imagine au Québec, terminer les câbles qui traînent, le gel qui se prend, le givre qui se prend dans les ports de charge, etc. Vous regardez votre véhicule sur la plaque inductive et il se recharge tout seul. Donc, pour ça, c'est vraiment formidable. Enfin, vraiment formidable. Si ça fonctionne et si vraiment il y a une efficacité de plus de 90%, ce qui est quand même très étonnant, ça serait vraiment, vraiment bien. Et le véhicule en lui-même a une efficacité énergétique qui sera supérieur à ce qui a déjà été fait avec tous les véhicules Tesla. Ils annonçaient de 5,5 000 par kilowattheure. Donc, si je me trompe pas, c'est ce qui a été annoncé. Oui, c'est ça, 5,5 000 par kilowattheure, donc à peu près 7 km, 8 km par kilowattheure, ce qui est d'une efficacité redoutable. Le déploiement est prévu fin 2026. Selon Elon Musk, probablement avant 2027, donc ne vous attendez pas à voir ça avant 2030, selon moi, ce sera beaucoup plus tard. Et comme je vous le dis, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, à savoir comment ils vont déployer ça, quelles juridictions vont accepter ça. C'est vraiment... ça va se faire, j'ai l'impression, au cas par cas, et malgré le fait que ces véhicules-là vont être capables de déployer n'importe où, je pense que légalement, ils vont être obligés de se tenir à certaines juridictions, certains peut-être quartiers de Californie pour commencer, du Texas, et puis après les déployer. Mais l'avantage qu'ils vont avoir à partir de ce moment-là par rapport à la compétition, c'est que leur véhicule coûte moins cher à fabriquer parce qu'il n'y a pas de lidar, il est beaucoup plus simple, il est très optimisé. C'est eux qui les fabriquent eux-mêmes, donc ils maîtrisent tout, aussi bien matériel que logiciel, que déploiement, que intelligence artificielle avec collection de données. Donc ma prévision à moi, c'est que quand ça va partir, ils vont être vraiment les leaders, les chefs de file dans ça. Mais la question, c'est quand, et ça, personne ne le sait. Ah, oui, surtout pour l'instant, c'est Elon time. Hein, et c'est pour ça que j'en reviens à Franz, notre ami Franz, qui lui est le designer, et je pense que c'était la personne clé de cette soirée-là, parce que c'est lui qui a apporté le rêve en tout ça avec ce formidable design. Et on n'a pas parlé encore du van, en fait, du robot van qui est capable d'accueillir 20 personnes et qui est tout droit issu d'un film de science-fiction avec un style art déco. 20 personnes, c'est formidable parce que ça permet de faire des minibus, de transporter des petits groupes, et comme il n'y a pas de chauffeur à payer, c'est très rentable en fait de faire ça plutôt que d'avoir un bus de 50 personnes. Là, on a un bus de 20 personnes et qui va coûter beaucoup moins cher par personne transportée. Laurent, c'est toujours fascinant de t'entendre parler de Tesla. Et là, maintenant, un peu comme toi, je retiens mon souffle. Il reste juste à voir si tout ce qui nous a été présenté là va pouvoir voir le jour. Exactement. Je ne vous ai pas parlé du robot parce que ça ne roule pas et qu'on est dans silence, on roule, pas dans silence, on marche. Mais le robot Optimus aussi est très prometteur. Oui, très prometteur. Écoute, on pourra en reparler dans une prochaine chronique. Une prochaine chronique, dis-je. Je te remercie beaucoup, Laurent. Merci, Martin. À bientôt.
Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydro-Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro-Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Depuis les tout débuts de Silence on roule, vous entendez parler abondamment de l'Association des véhicules électriques du Québec, l'AVEQ, qui est l'association au Québec qui fait la promotion des véhicules électriques, qui donne de l'information neutre et juste sur le sujet et qui également joue un rôle de lobby auprès des différents paliers de gouvernement pour s'assurer qu'on s'en va dans la bonne voie en lien avec l'électrification des transports et ce qui est offert aux électromobilistes québécois. Donc, c'est un regroupement de propriétaires qui travaillent à la défense et à la promotion des véhicules électriques. Et pour parler de l'AVEQ, de sa mission, de ses objectifs et pourquoi l'AVEQ est là avec une trolley, je pense que le mot est bon, de bénévoles, on a actuellement avec nous le directeur général de l'AVEQ, Sébastien Reich. Bonjour Sébastien. Bonjour Martin. Sébastien, écoute, tout d'abord, merci d'être là. Je connais bien l'AVEQ personnellement parce que j'ai été sur le conseil d'administration au tout début et pendant de nombreuses années. Mais les gens qui nous écoutent ne sont pas toujours familiers. On se doute bien une association pour les véhicules électriques. On se doute un petit peu intuitivement ce que ça fait, mais je pense qu'il y a beaucoup d'informations à donner et surtout que les gens comprennent l'importance d'être membre d'une association comme celle-là, ce que ça apporte à eux, à l'association et également d'être bénévole. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Fait qu'on va en parler un peu. Parle-nous donc un peu, premièrement, de c'est quoi l'AVEQ? À quoi ça sert, l'AVEQ, là, en gros? Bien, premièrement, merci de me recevoir aujourd'hui, Martin. Comme bien d'autres pionniers dans le domaine, on se rappelle que l'AVEQ a débuté il y a une douzaine d'années par des membres propriétaires, comme tu as dit, des gens qui possédaient les autos. Toi, je pense que tu as commencé là. Moi aussi, j'ai été un client au départ. Donc, c'est ça, il n'y avait pas d'auto disponible dans les concessionnaires. On achetait ça en ligne, tout ça. On a décidé de se rassembler puis de faire des petites rencontres pour montrer nos autos puis démontrer que ça existe, c'est faisable, ça roule, ça fonctionne, ça va bien. Donc, c'est ça qu'on fait. Puis de fil en aiguille, on s'est greffé à des événements, des salons de l'auto. On a des partenaires, etc. Puis on a de nombreux bénévoles dans nos rangs. Oui, puis écoute, je pense qu'un point important, et c'est ce que les gens qui vous rencontrent nous témoignent quand on leur pose des questions, c'est le fait que vous ne vendez rien. Vous n'en vendez pas d'auto, vous autres, là, puis vous n'avez aucun parti pris que la personne que vous rencontrez achète une voiture d'une marque X, Y ou Z. En fait, vous êtes là pour donner une information neutre, donc les gens se font renseigner, mais sans avoir une pression, sans sentir que la personne en arrière cherche à lui vendre quelque chose. Et ça, je pense que c'est hyper précieux dans un secteur où les gens connaissent pas ça, donc ils ont peur de se faire avoir un peu. Forcément, quand tu vas voir un vendeur, sa job, c'est de te vendre quelque chose. Là, vous autres, vous vendez rien. À la limite, moi, j'ai même entendu un bénévole parler avec quelqu'un il y a peut-être un an de ça dans un salon, puis la personne qui se renseignait était pas prête en dedans d'elle, là. Puis le bénévole, il a même dit, sais-tu quoi? Attends. Ouais. Attends, tu sais, c'est le genre de truc que tu ne te feras pas dire par un vendeur de véhicule normalement. C'est très intéressant d'être capable de se renseigner sans sentir aucune pression. Ouais. Tu as des bons points. On revient tout juste d'un salon, justement, puis on voyait les clients, les visiteurs qui faisaient le tour entre les vendeurs, notre kiosque d'information et les garagistes spécialistes en véhicules électriques pour savoir qui dit vrai et est-ce que ça va répondre à mes besoins. Nous, c'est notre principale question qu'on demande aux gens. Puis on essaie de répondre, c'est quoi vos besoins, c'est quoi votre quotidien, ça se peut, c'est pas fait pour vous. On va regarder ça ensemble, puis on va faire de notre mieux pour vous donner la meilleure réponse. Ah ouais, puis t'es mieux d'avoir quelqu'un qui est heureux puis qui n'a pas de voiture électrique que quelqu'un qui a une voiture électrique qui ne répond pas à ses besoins et qui part avec l'idée après ça que
c'est pas bon l'auto électrique, puis qui répète ça parce qu'il a pris un mauvais choix de véhicule pour lui, puis il pense que parce que c'était pas bon pour lui, c'est pas bon pour personne. Ça fait plus de tort que de bien. Écoute, on comprend un peu ce qu'est l'association. Maintenant, la question ou les questions qui tuent, je devrais dire, pourquoi on devrait... C'est quoi les raisons pour lesquelles les gens qui nous écoutent devraient être membres de l'AVEC et supporter l'AVEC? Bien, plusieurs raisons. Comme tu le dis souvent dans ton émission, l'automobile au Québec, c'est une grande partie des gaz à effet de serre. Donc, faire partie de l'association, posséder un véhicule électrique, bien, ça réduit par la bande les gaz à effet de serre au Québec dans le transport. C'est une bonne chose. L'influence de l'AVEC aussi auprès des différentes institutions, le gouvernement, les municipalités. On participe souvent à des consultations pour donner l'opinion de nos membres et de donner l'opinion de l'AVEC. Tout dernièrement, par exemple, la taxe chinoise. On ne veut pas réduire l'accessibilité des véhicules. C'est quelque chose qui est important pour nous. On le sait, des petits véhicules, c'est aimé au Québec. Donc, c'est des choses qu'on a suggérées au gouvernement. On est parmi un des différents lobbies, je vous dirais, qui parlent de ça. Et ensuite de ça, bien, l'engagement social. Plusieurs personnes veulent participer à autre chose et avoir des activités, rencontrer des gens avec des intérêts communs. Bon, on est là pour ça. On rencontre des experts très souvent, puis on partage avec les gens. Puis vous avez, l'AVEC a une influence, bon, je dirais, selon ce qu'on connaît du lobby ordinaire, donc vous allez parler avec des élus gouvernementaux à Québec, à Ottawa, etc. C'est une association provinciale, donc j'imagine que c'est beaucoup axé sur le Québec, bien entendu. Mais vous avez une structure, là, les gens, s'ils vont sur votre site web, ils vont voir ça. Vous avez des directeurs régionaux, donc vous avez un directeur dans chacune des régions. Vous êtes très décentralisé, ce qui fait que vous avez un impact aussi qui est plus local, qui est plus communautaire. Et ça, je pense que c'est important. La réalité d'un électromobiliste à Montréal puis d'un électromobiliste en Abitibi ou sa Côte-Nord, c'est pas la même chose. Et là, tu as des gens locaux de l'association qui sont au cœur même de la communauté puis qui comprennent les réalités locales. Effectivement. De plus en plus, en fait, on a eu... des gens qui sont allés même jusqu'aux îles de la Madeleine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Victoriaville tout récemment. Beaucoup d'intérêt dans le côté ruraux. Puis on va mettre de plus en plus l'emphase de ce côté-là parce que c'est vrai, Québec-Montréal, ça dirige pas le Québec, là. T'sais, on a tous des besoins différents, puis on répond à ces questions-là. Oui, puis notre réalité est bien différente quand on travaille à 10 minutes de la maison ou qu'on a du transport en commun à la porte, puis quand on reste sur la Côte-Nord, puis que notre vie se passe dans notre véhicule, parce que le travail qu'on fait sur la route, puis c'est toujours des grandes distances, on peut comprendre que notre besoin de véhicule, puis les critères qui sont critiques pour nous, sont pas les mêmes. Puis on entend souvent, ouais, mais là, tu comprends pas, toi, là, tu restes à Montréal, là, je comprends que pour toi, ça fait la job, mais pour moi, ici, ça marche pas. Ben, il y a des cas où oui, ça marche. Puis quand c'est un gars de la place qui en a, ou des bénévoles de la place qui en ont, puis qui en parlent, puis qui disent voici ce qui fonctionne bien, voici ce qui fonctionne moins bien, ça permet un peu aussi de ramener ça à échelle locale, puis de faire en sorte que, tu sais, c'est grand le Québec. Ouais. Et chaque région a ses particularités. Donc, des gens qui comprennent les particularités locales, je pense que c'est une des grandes forces. Donc, c'était l'une des bonnes raisons pour être membre de l'AVEC. Une autre raison pour laquelle on peut être membre de l'AVEC, c'est des avantages personnels. Avantages personnels, effectivement. On a des partenaires, dont toi, dont ton équipe, Silence on roule, mais on a aussi des partenaires financiers, je ne te cacherai pas. Eux ont besoin d'un affichage marketing, mais en échange de ça, on donne des rabais à nos membres. Donc, on a, par exemple, Michelin, le temps des pneus, ça arrive est à nos portes. On a un bon rabais pour nos membres hors de l'AVEC. Ils peuvent avoir un rabais pour les pneus Michelin, l'assurance intacte, certains électriciens qui offrent des rabais et bien d'autres. OK, donc quand les gens sont membres hors, on va regarder tantôt, on va détailler les memberships, là, mais il y a des avantages pour le membre. La personne qui devient membre ne fait pas juste supporter les activités de lobby ou d'information de l'AVEC, elle peut également aller se chercher des avantages en tant que membre. Oui, effectivement. Ça se rentabilise assez vite. Au-delà des rabais qu'on peut avoir, il y a également le plaisir et la passion. Quand on est un groupe de personnes qui trippent sur quelque chose et qu'on fait partie d'une association qui regroupe des gens qui ont les mêmes intérêts que nous, évidemment, il doit y avoir des possibilités assez intéressantes à ce niveau-là. Oui, puis on n'est pas tous au même niveau. Hein. Il y en a qui débutent, il y en a qui vont acheter leur véhicule bientôt, il y en a que ça fait 10 ans. Ben, d'échanger avec ces personnes-là, souvent, on va apprendre beaucoup plus vite. On va avoir la chance de côtoyer des experts. On n'est pas tous des experts, mais on va apprendre plus vite. Puis c'est ça. Aussi, on fait grâce à toi et bien d'autres de nos experts, on fait souvent des événements de conférences et des formations pour améliorer les connaissances générales là, de nos bénévoles propriétaires.
Excellent. Vous avez également une newsletter, c'est-à-dire une infolettre. Une infolettre, en français, on va le dire en français. Une infolettre qui est envoyée aux gens qui s'y abonnent. Évidemment, on choisit de la recevoir, de ne pas recevoir, mais il y a beaucoup d'informations intéressantes et importantes là-dedans. Je la reçois personnellement, donc je peux en parler. Vous allez annoncer, vous avez des articles sur les voitures électriques, des nouveaux modèles qui sortent, des nouvelles technologies, de l'information donc générale, avec des liens vers des articles sur votre site web qui est très bien fourni. Mais vous avez également de l'information sur les événements qui s'en viennent. Y a-t-il un événement d'essai de véhicules électriques dans votre région? Y a-t-il un salon de l'auto qui s'en vient? Y a-t-il une conférence ou un événement en ligne auquel les gens peuvent participer? Donc, si on veut rester là, au courant des nouveautés, je pense que l'infolettre est quelque chose d'important. Ouais. Très intéressant. Puis, Martin, je prends le temps de le dire, on cherche toujours des nouveaux rédacteurs pour participer à la cause et travailler avec nous pour cette infolette-là. Excellent. Ben, écoute, il y a également une autre raison pour laquelle on devrait être membre de l'AVEC, Sébastien, puis c'est le rôle qu'on peut jouer dans notre communauté en tant que bénévole. Donc, les gens qui sont membres de l'AVEC, être membre d'une association, bon, ça peut être relativement passif. Donc, je supporte l'association, j'en tire des bénéfices parce que je suis membre, puis j'ai des rabais, puis tout ça, puis j'aide l'AVEC dans sa mission. Mais je peux également m'impliquer en tant que bénévole. Évidemment, c'est libre à chacun. Mais qu'est-ce qu'ils font, les bénévoles? Ça fait quoi un bénévole à l'AVEC? Un bénévole, ça fait plusieurs choses. Des fois, ça nous ramène le pouls du terrain, comme tu m'as dit tantôt. Il y a un événement spécial dans leur localité. Ils aimeraient ça, par exemple, environnement ou municipal. Ben, nous, on peut se greffer à eux. Donc, ils nous invitent, ils nous parlent de cet événement-là. Telle date, c'est important. C'est un grand rassemblement dans notre ville. Voulez-vous participer? Puis, ils nous mettent en contact. On se joint à l'événement. Puis, quand vous vous joignez, vous faites quoi? Souvent, c'est des propriétaires bénévoles à proximité qui ont un véhicule. Ils vont apporter leur véhicule sur place et ils vont répondre aux gens. Puis ils vont même prendre le temps de faire essayer leur propre véhicule. OK, donc c'est un espèce de petit événement d'information puis d'essai de véhicules par les propriétaires. Encore une fois, c'est les propriétaires des véhicules qui font essayer leur véhicule. Donc, aucun vendeur, aucune pression de vente. Puis surtout, on peut demander à quelqu'un qui en a un dans la vraie vie ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas du véhicule. Exactement. Puis ça, c'est une affaire, on l'a dit tantôt, dire la vraie affaire, puis pas de pression de vente. Il n'est pas rare qu'un propriétaire de véhicule électrique qui fait essayer son véhicule à quelqu'un va lui dire c'est quoi les points faibles du véhicule. Ouais. Moi, mon véhicule, il est bon là-dedans, mais ce que j'aime moins, c'était l'affaire. Genre d'affaire, encore une fois, qu'un vendeur ne fera pas faire ressortir les points négatifs du véhicule parce qu'il veut mettre les chances de son côté de vendre le véhicule, mais un propriétaire va le dire. Il n'y a aucune voiture qui est parfaite. Ils ont toutes des qualités, ils ont toutes des défauts. C'est important. Des fois, le défaut pour une personne n'est pas absolument pas un défaut pour l'autre personne. C'est important d'être capable de dire leur juste. Là. Effectivement, on a tous le meilleur véhicule, hein, mais comme tu dis, des fois, il y a des petits défauts, puis il ne faut pas se gêner d'en parler. Puis les gens, quand ils sont membres de l'AVEC, s'ils veulent devenir bénévoles, qu'est-ce qu'il faut faire pour lever la main et dire hey, moi, je suis intéressé à participer au bénévolat? En fait, selon l'inscription sur le site, vous allez voir là, les événements en rotation. Dans votre profil utilisateur, vous pouvez dire que vous voulez faire des événements dans votre région seulement ou dans les autres régions. Puis à ce moment-là, dès qu'on va avoir un événement, on va vous contacter, soit via notre infolette. C'est toujours la meilleure façon de regarder quand vous impliquez. Et parfois, on va vous téléphoner aussi si vous nous le permettez. Ah, tout à fait. Écoute, ce que je te propose, Sébastien, on a recueilli les commentaires de certains bénévoles. Il y a eu un événement dernièrement. Il y avait des bénévoles sur place. On a demandé aux gens de nous dire un peu pourquoi ils sont bénévoles. Pourquoi ils sont devenus bénévoles à l'AVEC, ils ne sont pas juste restés simplement des membres qui ont décidé de s'impliquer. On écoute ce qu'ils avaient à nous dire. Les principales raisons sont que j'aime montrer les voitures électriques aux non-initiés. J'aime jaser de voitures électriques avec les autres bénévoles. J'aime beaucoup partager mon expérience avec mes véhicules électriques. Et puis, j'aime bien l'esprit d'équipe puis d'entraide qu'il y a entre les bénévoles. Puis tout ça, ça me fait sentir utile. Et puis, je pense bien que je vais continuer de participer aux événements. En fait, ça remonte à assez longtemps. Il y a une vingtaine d'années, j'ai pris conscience que les changements climatiques s'en venaient. Et puis, j'ai décidé de commencer à faire ma part pour essayer de combattre les changements climatiques. Je me suis acheté des voitures hybrides. Puis quand les voitures électriques sont devenues plus disponibles, j'en ai acheté. J'aime ça participer aux événements parce que ça me permet de rencontrer des gens qui ont beaucoup de questions à poser sur les voitures électriques, mais comme ça fait 10 ans que j'ai une voiture électrique, puis j'en ai eu plusieurs modèles, alors j'ai beaucoup d'informations à transmettre. En plus, je suis retraité, et puis ça me fait une activité
assez intéressante à faire. Il y a beaucoup de voyagements à travers la province, un peu partout, pour assister aux différents salons. J'ai décidé de m'impliquer auprès de l'AVEC pour partager mes connaissances et ma passion pour les véhicules électriques. J'y ai découvert une grande famille avec qui j'ai beaucoup de plaisir lors des événements. Je viens de faire 3 jours de bénévolat au Salon du VE à Sherbrooke. Pourquoi m'avoir impliqué comme bénévole? J'ai 1001 raisons, mais étant mécanicien de VE, je peux rassurer les gens qui ont des questions ou inquiétudes au niveau des VE en partageant mes connaissances et expériences dans l'atelier. Être bénévole me permet aussi de passer du temps avec d'autres gens qui partagent la même passion que moi, rouler en VE. J'ai déjà hâte au prochain événement. On me demande souvent pourquoi être bénévole à l'AVEC. J'ai une réponse toute simple. Moi, je suis un gars techno depuis toujours. Je travaille en informatique depuis 26 ans. J'aime partager mes connaissances et mon expérience dans ce domaine qui me passionne, les voitures électriques. J'adore défaire les mythes et j'adore informer les gens. Si ça vous tente d'être bénévole, pas besoin d'être un expert. Il faut simplement aimer partager votre expérience avec les visiteurs et les collègues bénévoles. Les bénévoles de tous les âges et tous les milieux sont les bienvenus. Bien sûr, une diversité de bénévoles montre à nos visiteurs que les autos électriques ne sont pas réservées à une tranche spécifique de la population. Intéressé par l'électricité depuis mon enfance, j'ai découvert l'AVEC lors des grands salons de l'automne, alors que je magasinais mon premier VE. Les bénévoles apportaient un esprit positif à ce qui représente un changement d'habitude pour plusieurs. Après 1 an avec mon véhicule, je cherchais une opportunité de m'impliquer et j'ai pensé à l'AVEC. Comme il n'y avait pas vraiment d'événements au centre du Québec, je me suis proposé pour en organiser et je ne le regrette absolument pas. Ceci nous donne une opportunité de partager notre passion, notre expérience et nos connaissances, de rencontrer d'autres électromobilistes et d'en apprendre plus sur notre véhicule, la recharge et l'industrie. Mon nom, c'est Josée. Donc, je voulais te partager mon expérience à titre de bénévole au Salon des véhicules électriques de l'Estrie. En fait, c'était ma première expérience dans ce type de salon. J'ai adoré. J'ai été accueillie chaleureusement puis bien encadrée. Il y avait beaucoup d'entraide au sein de l'équipe. Puis, j'ai tellement aimé mon expérience que j'ai décidé de la répéter la semaine dernière au Salon des véhicules électriques de Terrebonne. Donc, j'encourage tous les gens qui sont propriétaires de véhicules électriques à venir passer une journée ou plus lors d'un salon afin de partager leur expérience et leur vécu. Merci. Bonne journée. Partager notre passion, Sébastien. Je pense que s'il y avait un mot qui résume bien l'AVEC et tous les gens qui ont côtoyé l'AVEC de près ou de loin vont le confirmer, c'est effectivement le mot passion. Puis on le sent qu'ils sont passionnés, les bénévoles. Hein? Des très beaux témoignages. Oui, puis là, on avait quelques-uns, mais vous en avez beaucoup de bénévoles dans toutes les régions du Québec. Puis c'est important d'en avoir beaucoup parce qu'on comprendra que si vous faites un événement, je ne sais pas moi, à Lévis, puis si vous en avez fait un à Estrie, puis si vous en avez fait un à Montréal, bien sûr, n'importe qui peut aller dans n'importe quel événement, mais on comprend que le même bénévole ne fera pas tout le Québec. Oh, il y en a une couple de zélés qui le font quand même, mais on peut s'impliquer que dans sa région, tu l'as dit tantôt, donc c'est important d'avoir plusieurs bénévoles dans chacune des régions du Québec. Effectivement, cet été, il y a des journées qu'on avait 2, 3, 4 événements en même temps à travers le Québec. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est important que les gens, puis on l'entendait dans les témoignages, là, qui aiment le retraité qui disait « Moi, j'aime ça, ça me permet de voyager dans différentes régions ». Si vous êtes retraité puis vous voulez le faire, tant mieux, c'est super cool, mais n'ayez pas peur. Si vous avez un peu moins de temps, du bénévolat, là, ça peut être 3 heures par année, comme ça peut être plusieurs jours par année. Hein. Chaque bénévole choisit le nombre d'heures de bénévolat qu'il fait. Je pense que c'est important de le dire. Effectivement. Puis souvent, ce qui se passe, malheureusement ou heureusement, bien, les gens restent un petit peu plus longtemps qu'avec nous. Oui, puis j'ai croisé des bénévoles là, qui étaient contents parce qu'ils ont participé à un événement puis ils disaient qu'ils avaient reçu. Vous avez des prix de participation, c'est pour vos bénévoles à l'occasion? Oui, on a des prix de participation. Souvent, par exemple, des crédits du circuit électrique. Donc, c'est quasiment de l'essence. Pour la recharge. Pour la recharge, c'est quasiment de l'essence gratuite. On a des livres à l'occasion et on a eu des pneus dernièrement qui ont été tirés parmi nos bénévoles qui ont fait des essais. Ils ont gagné des pneus Michelin. Ah oui, tout à fait. Ben, vous avez on l'a dit tantôt, vous avez des partenaires, des commanditaires et des partenaires qui offrent des rabais aux membres et parfois peuvent même faire des cadeaux pour encourager tout le monde. Fait que je pense que vous le voyez, là,
L'important, step one, être membre de l'AVEC, je pense que c'est le truc important si vous ne l'êtes pas. Puis si vous l'êtes, puis que vous avez un peu de temps, ou moyennement, ou même beaucoup de temps, ben pourquoi pas devenir bénévole et donner un coup de main. Les gens ont un fond noir à faire ça. Puis c'est important, et ça a été dit, mais je le redis, pas besoin d'être un expert. C'est-à-dire que si vous êtes un spécialiste en mécanique automobile, ben tant mieux. Puis si vous êtes un expert en véhicule électrique, tant mieux. Mais vous n'êtes pas obligé d'être un expert. Ce qu'on vous demande, c'est d'être capable de partager avec des gens votre véhicule avec votre voiture électrique. Puis les gens, c'est ça qu'ils veulent, le pouls du vrai monde. Fait qu'on veut juste du vrai monde. Hein? Exactement. Puis si vous ne connaissez pas la réponse à la question, ben on a probablement accès à un expert dans notre groupe ou on a quelqu'un qui s'y connaît plus. Il va pouvoir vous aider et répondre à votre question. Oui, puis dans un événement, il n'y a pas juste répondre à des questions des gens. Il y a un peu de logistique à faire. Il faut diriger les gens. Il faut procéder à des inscriptions pour les essais routiers. Les gens qui vont essayer les véhicules, bien évidemment, il faut montrer son permis de conduire, des preuves d'assurance, tout ça. Donc, ça prend des gens qui vont recueillir ces informations-là. Fait que vous n'avez pas besoin d'être un expert. Donc, si vous êtes membre de l'AVEC, puis vous vous impliquez, mais vous dites, je ne suis pas un expert technique en auto électrique, c'est pas grave, là. On a besoin de... Exactement. Souvent, les conjoints ou les conjointes des bénévoles qui se considèrent plus experts, ben, vont venir malgré tout nous aider sur le site. Tantôt, tu nous parlais un petit peu, mais les bénévoles, il y a également un aspect qui est intéressant pour eux. Donc, vos bénévoles qui sont actifs et qui s'impliquent dans les événements, vous vous assurez qu'ils sont à jour dans l'information qu'ils ont. Là. Oui, en fait, on fait souvent des kiosques virtuels, par exemple, le soir, en ligne, pour apprendre des nouvelles informations ou de la nouvelle formation. À l'occasion aussi, on a fait l'AVEC en formation. Une fois par année, on ramène tous nos bénévoles au même endroit et on a plusieurs conférenciers experts, des experts dans le domaine qui vont répondre à leurs inquiétudes et leurs questions. Ça, c'est parfait parce que si tu tripes un peu ces autos, puis bon, tu as certaines connaissances, mais d'être capable d'avoir des experts qui viennent te donner de la formation puis qui te donnent un petit peu de l'information sur ce qui s'en vient, ouais. Mais quand tu rencontres après ça des gens qui te posent des questions, tu peux dire, ben oui, il y a tel truc, mais il y a ça qui s'en vient aussi parce que tu n'as entendu parler avant les autres. J'ai assisté à quelques fois ces formations-là. J'ai même donné de la formation dans certaines de ces séances-là. Puis ce qui était intéressant, c'est que il y avait beaucoup de primeurs pour les gens qui assistaient à ça. Donc, entendre parler de trucs qui ne sont pas encore arrivés, mais ça va être annoncé cette année, ça va être annoncé dans 6 mois. Donc, les bénévoles de l'AVEC ont accès à cette information-là rapide. Très, très agréable d'avoir des exclusivités comme ça. Ouais, tout à fait. On va conclure avec quelque chose d'important, Sébastien. On a parlé de membership à l'AVEC. Il y a plusieurs types de membership. J'aimerais ça que tu nous parles un peu, c'est quoi ces types d'abonnements-là, puis ce que ça permet, ce que ça donne. Oui. Premier abonnement, on a l'abonnement Ami. Donc, ça, c'est de base 0$. Tout le monde peut être membre Ami. Vous avez accès à l'infolettre. Ensuite de ça, vous avez l'accès bronze qui coûte 10$, qui vous donne droit à un vote lors de notre assemblée générale annuelle parce que nous sommes un organisme à but non lucratif. Je pense qu'on ne l'a pas mentionné. Et ça nous permet de soutenir l'AVEC. Donc quelqu'un qui a un petit peu moins de sous et qui veut juste soutenir financièrement l'AVEC, puis avoir le droit de voter aux élections pour le conseil d'administration. Ouais. Vous n'avez pas encore votre auto électrique, ben, c'est un bon départ. Ouais. Si vous voulez avoir accès au rabais, par contre, vous devez être membre or. Donc, vous allez avoir accès à tous nos rabais partenaires et vous allez recevoir une carte de membre officielle par la poste, ce qui va vous permettre d'obtenir vos rabais chez nos partenaires, dont ton grand partenaire Arleco. Oui, tout à fait, le garage Arleco. Donc, des rabais là, c'est sur différents services qui est offert là-bas. Puis, je pense que c'est un peu aussi l'objectif, là, c'est que les gens deviennent membres or. Évidemment, ça coûte un petit peu plus cher. Ça coûte combien de membres? 50$ par année. Ça soutient financièrement les activités de l'association. Ça vous donne droit à beaucoup plus que 50$ en termes de rabais puis d'avantages que vous allez avoir avec les différents partenaires. Je pense que c'est important. Et là, moi, il y a un membership plus grand que le membership or que je trouve qui est méconnu, mais qui est tellement important pour un nouveau, quelqu'un qui s'apprête là, à faire le pas dans l'électromobilité. Écoutez-nous bien, là, les auditeurs qui êtes sur le bord de faire le saut. C'est votre membership platine. Explique-moi. Évidemment, là, on comprend que le membership or inclut le membership bronze. Oui. Membership platine, ça l'inclut le membre or. Le membre or et quoi de plus? Ben, ça l'inclut bien plus, Martin. Si vous n'avez pas encore acheté votre véhicule, vous allez pouvoir être soit jumelé à un expert qui se connaît dans différents véhicules, qui va pouvoir analyser vos besoins avec vous. Par exemple, utiliser la calculatrice de l'AVEC pour voir combien vous allez économiser par mois, par année, lors de l'achat de votre véhicule électrique. Et une fois que vous aurez fait votre achat, ben là, on va pouvoir vous jumeler à un propriétaire du même véhicule que vous, à proximité de chez vous.
Si vous avez des inquiétudes, par exemple, connaître les menus, les interfaces, des fois, ça ressemble à un petit ordinateur, un auto électrique maintenant. Oui, puis la livraison se fait un peu rapidement aussi. On est un peu stressé. On nous garoche plein d'informations, puis c'est correct, mais on arrive à la maison 1, 2, 3 jours après, puis on se rend compte que j'aurais besoin de quelqu'un qui m'aide un peu. Là, t'sais. C'est ça. Puis là, souvent, vous allez être tellement content d'avoir votre véhicule, vous allez partir en voyage, vous allez partir sur un nowhere, comme on dit, ou un road trip. Et là, vous allez arriver... Et où ma borne de recharge rapide? Bien ça, il y a moyen de planifier ça dans l'avance. Nos spécialistes vont pouvoir vous aider là-dessus, faire une bonne planification de voyage, connaître les applications, regarder sur l'ordinateur comment le planifier avant et tout ça. Bien, écoute, je pense que c'est hyper important parce que les gens qui se lancent là-dedans ont peur, ils connaissent pas ça, ils veulent pas se faire avoir, ils ont peur de faire les mauvais choix. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il va y avoir un accompagnement personnalisé, un mentor propriétaire de véhicule électrique qui va t'être assigné puis qui va t'aider à t'assurer que tu fais les bons choix, que tu comprends ce que tu utilises. Tu sais, là, quand les gens disent souvent « j'aurais aimé ça avoir quelqu'un à côté de moi qui m'aide », ben c'est ça que le membership Platine offre aux membres. Donc, moi, je vous le dis, c'est Martin qui parle de Silence on roule, là, mais moi, je vous dis, tous ceux qui nous écoutent, minimum, ça vous prend un membership hors de l'AVEC. Il faut soutenir l'AVEC dans sa mission qui est importante. Mais si vous êtes un futur électromobiliste, que vous avez besoin, vous sentez que vous avez besoin de quelqu'un qui va vous aider, allez-y, gâtez-vous avec un membership Platine. Vous allez peut-être en avoir besoin 1 an, 2 ans. Puis après ça, ben, si vous avez toutes les réponses à vos questions, vous pourrez redescendre sur un membership hors après, mais au moins, pour se partir, là, je pense que ça vaut la peine. Il n'y a rien d'autre qui existe que ce et c'est quelqu'un qui, la personne qui vous accompagne ne vend rien. Non. Elle n'a aucun intérêt personnel dans cette démarche-là. C'est un bénévole qui va aller vous aider. Ouais. Écoute, si on conclut ça, mon cher ami, là, les gens, il faut qu'ils rejoignent l'AVEC, là. Pour rejoindre l'AVEC, puis en plus, il y a un beau concours présentement à Silence on roule. Ben oui. Je ne sais pas si tu veux nous en parler. Ben oui. Allez jusqu'au 20 décembre. On a une promotion. Donc, si vous devenez membre de l'AVEC d'ici le 20 décembre, vous allez avoir un rabais de 10 $ sur votre abonnement. Donc, on a dit tantôt qu'un abonnement A, c'est 50 $. Donc, ça va vous revenir à 40 $. Donc, c'est quand même 20 % de Oui, puis ça fonctionne aussi sur le rabais Platine. Oui, vous allez avoir quand même un 10 $ de rabais sur votre abonnement Platine. Donc, vous allez sur le site web de l'AVEC, vous suivez les instructions pour devenir membre et quand on va vous demander un code promotionnel pour avoir un rabais, bien, vous allez écrire tout simplement Silence 24 en tapant Silence 24 dans le code promotionnel, tout en majuscule, hein, Silence en majuscule 2-4, là, le chiffre 2, le chiffre 4. Vous allez avoir votre rabais qui va s'appliquer. C'est une bonne cause. Vous allez avoir accès à une tonne d'informations. Vous allez être soutenu par des experts qui sont là depuis les tout débuts et qui le font surtout pour la bonne raison. Pour la cause. Oui, tout à fait. Martin. Ben, Sébastien Reich de l'AVEC, je te remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Puis, si vous avez d'autres enfants qui s'en viennent, des informations pertinentes pour nos auditeurs, tu sais que vous avez la porte est ouverte. Je vais te donner une clé avant de partir. Merci, Martin. C'est bon, bye. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Les Réflexions branchées est une présentation du groupe Énergie Canada.
votre spécialiste en véhicules de loisirs électriques. Pour plus d'informations, visitez le energygroupcanada.com ou appelez-nous au 1-877-755-5551. Les réflexions branchées de Claude Gauthier. Alors, bonjour et bienvenue à la nouvelle chronique branchée de Claude Gauthier. Donc, cette semaine, de quoi je vais vous parler, c'est je suis tombé sur une chronique de M. Benoît Charette. M. Benoît Charette que j'ai vraiment aimé lorsqu'il était à l'émission RPM. Sauf que depuis un certain temps, je vois toujours, je dirais, le côté éditorial ou plutôt le jupon qui dépasse un peu de sa pensée. Les gens ont tendance un peu à mélanger un journaliste, un chroniqueur et un éditorialiste. Je vous rappelle un petit peu la différence. Un journaliste ne doit pas normalement donner son opinion. Donc, il est là pour relater les faits, peu importe qu'il soit d'accord ou non avec ce qui se passe. Il va relater les faits tels qu'ils sont. Un chroniqueur va prendre des événements, va donner un peu son opinion, pour pas dire beaucoup son opinion, par rapport à telle ou telle chose. Alors que l'éditorialiste, normalement, qui va travailler pour un journal, a une ligne de pensée, donc on va dire qu'est-ce qu'on pense de telle ou telle chose, et assez souvent, ça va être quand même assez large. On prend le sujet des véhicules électriques. Un journaliste va dire tout simplement que les ventes au Québec sont en progression, alors que dans d'autres pays, c'est peut-être le contraire. Le chroniqueur va dire qu'au Québec, les ventes augmentent parce que on a misé sur l'infrastructure de recharge, donc les gens sont pas inquiets, savent qu'avec un véhicule électrique, ils vont pouvoir voyager, sortir un peu de leur patelin, parce qu'il y a une infrastructure. L'éditorialiste va peut-être dire que le gouvernement en fait trop et que c'est trop de budget pour la même infrastructure ou pour les subventions. Donc, vous voyez, dans le même média, on peut avoir une ligne de pensée différente. Sauf que ce qu'on voit avec M. Charette, c'est que c'est un peu toujours la même chose. Il va relater les faits. Il va quand même donner son opinion par-dessus ça. Et je vais dire, la ligne éditoriale est toujours la même. C'est que les véhicules électriques, c'est pas terrible. Donc, je vous en donne un exemple. Une chronique qu'il expliquait dernièrement que Toyota allait s'associer avec d'autres manufacturiers. En tant que tel, il disait que c'était en tant que tel, les Toyota allaient englober d'autres manufacturiers. C'est une façon de déguiser là, de les englober. C'est peut-être vrai. Sauf qu'il y a des choses qu'il met dans sa chronique qui font qu'on voit un peu c'est quoi son idée. Donc, il dit parce que les ventes de véhicules électriques à batterie ne décollent pas comme il le faudrait pour que les flottes respectent les nouvelles normes. Donc, il dit pas que oui, à certains endroits, c'est peut-être plus difficile, mais qu'ici au Québec, c'est bien meilleur. Ils vont dire, il dit, contrairement à des moteurs à essence qui ont du caractère, une personnalité propre, une batterie est ce qu'il y a de plus anonyme. Je suis d'accord que par rapport à un moteur, une batterie, oui, c'est anonyme. Sauf qu'un véhicule par rapport à un autre, j'ai quand même possédé plusieurs véhicules à essence. On est rendu au 4e véhicule électrique et il n'y a pas un de ces véhicules-là qui se comporte de la même manière, malgré que les 4 véhicules avaient quand même une batterie. Il dit les constructeurs prévoient de collaborer dans plusieurs domaines, y compris les véhicules à pile à hydrogène et même les moteurs à combustion interne. Logique, car si les modèles électriques se vendent moins bien que prévu, il faudra bien continuer à commercialiser des véhicules traditionnels. Donc, lui, il se dit toujours, regarde, à un moment donné, peut-être que les gens vont allumer que c'est pas si bon, puis il va avoir une autre solution. Dans sa section, je dirais plus éditoriale, à un moment donné, il a fait une chronique et il dit l'hydrogène pourrait bien être l'avenir des voitures électriques. Mais il a fallu du temps pour que le VE soit accepté à un niveau culturel avant de représenter 16,2% des ventes automobiles en 2023 au Québec. Pourtant, on sait tous que l'hydrogène, non, n'est pas la solution pour les véhicules passagers, même que les véhicules de transport pour la marchandise. C'est déjà prouvé que les véhicules entièrement électriques vont devenir la norme. Peut-être que pour les gros porteurs, peut-être pas, on ne sait pas encore. On peut pas savoir de quoi va avoir l'air une batterie en 2035. Un peu plus tard, il dit les e-carburants, donc représentent une piste prometteuse mais complexe dans la transition vers des transports plus écologiques. Donc,
Encore là, ils pensent qu'un jour, on va améliorer tellement les carburants que ça va devenir vraiment bon, même si on reste à la solde quand même des pétrolières, donc ça n'a pas l'air à lui déranger. Dans une autre chronique, il parle de la Norvège, hein, parce que plusieurs personnes parlent de la Norvège comme quoi, bon, ben la Norvège était capable de le faire. Et là, c'est là qu'on voit ce qu'ils pensent vraiment. Donc, on dit d'un autre côté, vous êtes si lourdement taxé à l'achat d'un véhicule à essence, donc en Norvège, qu'il est surprenant que le taux d'adoption électrique ne soit pas de 100%. Ce n'est donc pas un choix de citoyen, mais une imposition gouvernementale. Vous voyez un peu c'est quoi sa ligne de pensée. Donc, lui se dit que finalement, c'est parce que les gouvernements l'imposent que l'électrique est peut-être aussi populaire. Si les gouvernements ne l'imposaient pas, ça serait beaucoup moins populaire. Je suis d'accord dans une certaine mesure que les subventions aident grandement et on le voit. Les ventes de véhicules électriques cette année vont vraiment être très bonnes, vont dépasser tous les objectifs. Là. Je le vois par rapport à mon entreprise où je vends beaucoup plus de bornes de recharge, je vous dirais, depuis le printemps et ça n'arrête pas. Donc, les gens le savent que la subvention va se terminer bientôt et essaient d'en profiter. Mais en même temps, ce qu'il ne dit pas, c'est pourquoi les gouvernements imposent les véhicules électriques. Quelle est la vraie raison? Quand on le dit pas, vous savez, en même temps, on n'explique pas. Donc, sur ça, bonne semaine et à la prochaine. Les parcs de véhicules devront s'électrifier. Et qui pense électrification d'un parc de véhicules pense à Fizz Électrique Énergie Intelligente. Voilà une entreprise qui prêche par l'exemple. Elle est elle-même une entreprise zéro émission avec sa flotte 100% électrique. On ne parle pas juste d'installateurs d'équipements ici. On parle d'une entreprise qui a été parmi les premières à s'électrifier. Elle a donc le vécu et l'expérience pour vous accompagner et ce de façon réaliste et adaptée. Avec presque 2000 installations de bornes électriques depuis 2012, Fizz possède à son actif plusieurs projets majeurs en déploiement de parcs d'autobus scolaires, de véhicules lourds, de véhicules légers, ainsi que plusieurs sites de concessionnaires. Vous serez accompagné de A à Z dans vos projets, de l'étude de besoins à la conception, l'installation et la vérification des stations. Les meilleurs produits répondant à vos besoins vous seront proposés. Détentrice d'une licence de maître électricien délivrée par le CEMEC, d'une licence RBQ d'entrepreneur général et d'une certification MERN accompagnateur en gestion de l'énergie et électrification d'un parc de véhicules, ne perdez plus de temps, c'est Fizz et son équipe qui s'occupent de vos travaux. Contactez le FIZE.ca ou par courriel info@fizz.ca. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Ce week-end, l'AVEC se recharge au Salon du véhicule électrique de Québec, donc du 25 au 27 octobre au Centre des foires de Québec, 250 boulevard Wilfrid Hamel. Ensuite, il y aura l'AVEC qui se recharge au Salon du véhicule électrique Desjardins de Saint-Hyacinthe. C'est du 8 au 10 novembre au Centre BMO au 2730 avenue Beauparlant à Saint-Hyacinthe. Ensuite, il y aura 3 kiosques virtuels dont les détails sont à venir, mais les dates sont les 11 novembre, 25 novembre et 9 décembre. Tous les détails dans la section des événements et du calendrier sur le site web de l'AVEC. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Un remerciement sincère à tous nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Sébastien Reich, Laurent Gigon et Claude Gauthier. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Daniel Rochefort, Cédric Ingrand, Sébastien Côté, Philippe Corbeil, Laurent Gigon, Claude Gauthier et Stéphane Levert. Communication Marie-Hélène Hamelin, thème musical François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios Basses. Merci un tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible. Hydrosolutions, Précision PPF Vitres teintées, Fizz Électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Taiga Motors, le groupe Énergie Canada, Roulon Électrique, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com, mais pour l'information générale, visitez plutôt le www.aveq.ca. Vous avez également accès
aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale numérique sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous êtes appris la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.